Merde, on y va à fond. J'ai cassé ma forge. Salut les gars, c'est Jesse. Aujourd'hui, je fabrique un kukri sanmai en damas. Le sanmai, c'est 3 couches, dont 2 en damas. Je démarre avec environ 30 couches alternant 1084 et 1520. Ici, je soude mon premier lingot ensemble. Je fais une soudure sur chacun des coins, puis 2 autres soudures sur chaque face pour empêcher les extrémités de se déformer. Je soude aussi le manche au lingot pour pouvoir le tenir correctement. Oh, ils sont déjà renversés. Tant pis, on y va. Nous ne jouons pas. Maintenant, joue encore plus fort, bébé. La raison pour laquelle je versais de l'huile de trempe dans ce grand réservoir, c'est qu'après en avoir mis sur le lopin puis l'avoir jeté dans la forge, l'huile brûle, formant une suie qui protège la soudure. Je prends vraiment mon temps pour étirer le lopin ici. Je préfère passer plus de temps à forger pour réduire le risque d'échec. Après avoir étiré la barre sur 60 cm, je la place à l'étau et retire la calamine avec la meuleuse d'angle. Je ne veux pas que cette calamine abîme une bande abrasive neuve qui coûte 10 ou 12 $. Pour donner plus de caractère à mon damas sanmai, je coupe le lingot en 6 morceaux. Évidemment, cela va multiplier mon nombre de couches en me donnant 180 couches, et quand je vais assembler, j'aurai au total 361 couches. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment les séquences en accéléré comme celle-ci, parce que c'est sûrement l'une des choses les plus satisfaisantes à regarder dans l'atelier. Après avoir découpé les 6 pièces, je les emmène à la ponceuse à bande et je nettoie toutes les faces, sauf les côtés, car vous n'allez pas souder les côtés à la forge. Et je fais tout cela avec l'aide d'un aimant de soudage, parce que ça atteint des températures vraiment élevées lorsqu'on ponce comme ça. Mon atelier est en Arizona. Lors du tournage de cette vidéo, il faisait entre 39 et 41 degrés dehors, soit environ 54 degrés à l'intérieur. J'ai cassé ma forge. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à fendre toute cette tuile en deux. C'est impressionnant, je sais. Tu es ce que les Français appellent l'incompétent. Avec mon bloc de 180 couches forgées, je vais le couper en deux et insérer 3 couches de 1084 entre les parties. Ces 3 couches seront soudées à la forge pour n'en former qu'une, donc mon calcul de 361 couches reste correct. Non, je ne vais pas faire de salto. L'un des défis du sanmai, c'est que l'acier central doit rester au milieu. Si je ne faisais pas du sanmai damas et que je faisais par exemple un sanmai avec une enveloppe en acier doux et que mon acier doux arrivait jusqu'au tranchant, ce serait un couteau inutilisable. Ceci ne ressemble pas à un couteau fini. J'emmène l'objet à la meuleuse pour vérifier la perfection des soudures à la forge. Si mes soudures à la forge étaient mauvaises, je le verrais car de l'acier nu apparaîtrait avec une fissure ou une délamination en traits noirs. Cette étape peut déterminer le succès ou l'échec d'un bloc de damas. Si je vois une délamination, je peux la ramener à la forge pour la réparer.
À la fin de la journée, c'est la nuit. Mis à part ce fiasco, je me suis toujours demandé à quelle température chauffer ma forge avant de fabriquer mon Damas. La réponse varie selon chacun. Mais pour moi, j'utilise 15 psi sur les 2 brûleurs et cela a toujours très bien marché, sans problème. Avant d'avoir une presse, j'étais toujours très énervé quand je voyais un youtubeur forger une pointe de couteau avec des outils électriques. Je croyais que c'était triché, mais maintenant que j'ai une presse, autant l'utiliser. J'ai commencé avec beaucoup d'acier et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop d'acier. Alors j'ai décidé de couper environ 1/3 de toute la billette. Oh, allez, ouais, mon pote. Maintenant que j'ai une billette de la bonne taille, je l'emmène à la presse et je commence à isoler le matériau de mon réservoir. Ce qui est génial avec une presse, c'est que je peux faire ça. Une machine très différente, avec un autre objectif. J'ai ce montage façon Frankenstein pour aligner la soie avec la colonne vertébrale. Quand les matrices du haut et du bas sont identiques, elles vont vers le centre. Si je forgeais une lame avec la billette, telle qu'elle, le motif serait assez cool. Mais j'ai décidé de meuler quelques dents de requin pour donner un peu de profondeur à ce motif. Ça ressemblera un peu à un très beau hamon. Une fois que j'ai toutes ces dents de requin meulées dans la lame, je la chauffe, je la porte à la presse et je rends toute la surface plate. À ce stade, je me rends compte à nouveau que j'ai trop de matière pour la lame et pas assez pour la soie, alors je la remets sous la presse et je me donne plus de soie. Après avoir dégrossi la matière pour la lame, je la presse puis j'affine la partie centrale. Débute maintenant le long processus de biseautage et de déplacement de la matière pour la mettre en place. Ce truc est tellement solide. Mince mon pote, le biseautage doit être l'une de mes étapes préférées dans le processus de fabrication d'un couteau parce que tu peux vraiment taper sur la lame sans trop te soucier de la précision. Évidemment, toi, ça compte jusqu'à un certain point, mais quand tu travailles sur une lame aussi grande et que tu as 9 marteaux à disposition, tu peux y aller à fond et il y a très peu d'effets secondaires. Maintenant que la lame est complètement forgée, j'allume le four et je me prépare à faire quelques beaux cycles de normalisation. Je vais faire 3 cycles. Le premier cycle sera à 1650, le deuxième à 1500 et le troisième cycle sera à 1350. En refroidissant, la lame montre un phénomène appelé recalescence. Vous pourrez le voir sous forme de vagues rouges qui traversent la lame. La recalescence a lieu à chaque température de normalisation, mais elle est difficile à observer à basse température car elle brille moins. Je trace souvent des lignes de marquage pour le profil à meuler ensuite. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire ça, mais je pense que ça me donne un peu plus de précision. Je l'ai déjà dit sur Instagram, mais je pense que meuler des profils de lame, c'est très similaire à dessiner des visages.
Et si vous avez déjà dessiné un visage, vous savez qu'une petite erreur peut transformer ce visage en une personne complètement différente. Je pense que c'est pareil pour les lames. Si vous déplacez une des lignes d'1 millimètre vers le haut, ça ressemble à une lame complètement différente. Je suis en train de déchirer cette ceinture, je ne vais pas mentir. Une autre chose qui a tendance à se révéler lorsque vous faites le profil, c'est à quel point vous avez forgé droit, parce que l'acier du tranchant peut ne pas être aussi droit que l'acier du noyau. Profilage terminé, je le place sur mon croquis, c'est très similaire. Après avoir fait le profilage, je commencerai le long processus de meulage grossier de la lame. Si je devais la tremper telle qu'elle, ça irait probablement, mais ensuite je devrais meuler environ 3/8 de pouce de matériaux trempés. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis peut-être un étudiant universitaire en été sans stage, mais je n'ai quand même pas le temps pour ça. Le meulage grossier est l'une de ces étapes où il n'y a pas de limite précise. La seule chose qui change à mesure que vous affinez la lame, c'est le risque de déformation lors de la trempe. Et selon les aciers, c'est très différent. Donc si j'étais un fabricant de couteaux de poche utilisant du S35, je n'aurais aucune idée de l'épaisseur à laquelle je devrais meuler. Pour une lame comme celle-ci, faite en 1084 et 1520, j'ai choisi un peu moins d'1/8 de pouce. Meuler ceci est bien plus difficile qu'un couteau de chef à cause de sa largeur et de sa longueur. Tu dois le tenir en l'air, pousser avec tes pouces pour obtenir une mouture uniforme en gardant le tranchant bien centré. Tu dois t'assurer qu'en général c'est assez droit, ce qui est le cas. C'est bon. Maintenant que la lame est brute, je la mets dans le four de traitement thermique à 1500 degrés et j'attends qu'elle atteigne la température. Si vous me voyez secouer la lame ainsi, je dois briser cette couche de vapeur, car la lame doit refroidir à environ 700-800 degrés dans un temps précis. Si je ne la secoue pas, elle risque de refroidir trop lentement. Je vous fais subir ce son aigu de lime sur la lame parce que si cette lime attaque la lame, cela signifie qu'elle est inférieure à 61-62 hardness Rockwell C, donc trop tendre après la trempe. J'aime mon four de traitement thermique, mais il met très longtemps à refroidir à cause de l'isolation. Il faut 2 à 3 heures après la trempe pour qu'il atteigne 300 degrés. J'ai acheté un micro-ondes pas cher pour gagner de l'argent rapidement. On peut déjà voir la topographie du Damas depuis que j'ai meulé toutes ces petites contre-lames. Après avoir revenu la lame à 425 degrés pendant 2 cycles de 2 heures, j'entame le long processus de finition de la meule. Contrairement à la meule grossière, la finition a définitivement un point final précis. Si vous aiguisez trop finement une grande lame, elle deviendra inutilisable. Après quelques finitions, je décide de corriger la déformation causée par le traitement thermique. Ce n'était pas une grosse déformation, mais je voulais vraiment l'enlever.
La façon dont je procède, c'est en chauffant la colonne et en la plaçant dans mon gabarit de pliage à 3 points. Beaucoup de gens aiment vraiment la trempe à la cale, mais la trempe à la cale prend beaucoup de temps et je suis un petit coquin impatient. J'aimerais avoir du Dickem bleu. Quand j'utilise un marqueur sur ce couteau, c'est pour tracer des lignes. Comme je l'ai mentionné auparavant, j'aimerais avoir du Dickem bleu, qui est un fluide de marquage vraiment professionnel. Je n'en ai pas, j'utilise un marqueur permanent qui fonctionne bien, donc pas besoin d'acheter du Dickem bleu. Quoi? Je n'ai pas finalisé une chose lors de la rectification du profil. Je n'ai pas tracé les lignes de transition du renfort plus tôt, car je ne savais pas à quoi elles ressembleraient. Elles peuvent être ce que vous voulez, et comme j'ai vu Kyle le faire plus tard, je le ferai aussi plus tard. Vous avez probablement déjà vu cet autocollant, mais la meuleuse que j'utilise est une meuleuse Beaumont Metalworks KMGTX. C'est la meilleure meuleuse que j'ai utilisée, et j'en ai testé plusieurs. J'utilise dessus une bande bleue VSM Actorox, une combinaison parfaite. Les bandes coupent rapidement, elles durent longtemps, et j'ai une vitesse variable, donc je peux littéralement tout faire avec elles. Qu'est-ce que c'était? Je dois poncer à la main toute cette largeur, c'est comme... Pourquoi me suis-je infligé ça? Je l'ignore. Oh mon Dieu, ça rentre à peine. Oui, on a atteint l'acier central. Super, 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 super. L'acier central est plutôt bien centré aussi. D'accord, je le prends. L'outil que j'utilise ici est un guide de Lime avec deux surfaces en carbure sur une plaque en acier inoxydable. Peu importe son nom, il m'aide à obtenir des lignes de plongée parfaites. Beaucoup préfèrent la platine en cascade, mais je n'en ai pas et son apprentissage est difficile. Pendant le processus de meulage final, je vais apporter des modifications très minimes au profil, et par très minime, j'entends probablement de l'ordre d'un dixième de millimètre dans certains cas. À mesure que la lame se rapproche de son épaisseur finale, je commence à monter dans les grains. J'utilise d'abord un grain 80, puis je passe au 120, 220, 400, et peut-être un trisact ensuite. Comme je n'ai pas de plateau en cascade, je nettoie aussi les lignes de transition avec une lime. Vous vous demandez peut-être comment la lime coupe la lame après l'avoir trempée et revenue. Eh bien, la lime peut couper à tout moment, mais enlève la matière plus lentement quand la lame est trempée et revenue. Mes lignes de trempe étant presque parfaites, je nettoie la zone de la garde à la meuleuse en prenant l'arrière de la lame. Je suis en fait assez étonné de voir à quel point il m'a fallu peu de temps pour effectuer la finition de cette lame. Je pense que ça m'a pris seulement 4 ou 5 heures, et c'est à peu près le temps qu'il me faut habituellement pour faire la finition d'un couteau de chef. Pour une lame 5 fois plus lourde, c'est pas mal. La lame étant finie au meulage, on passe au ponçage manuel. J'ai une relation ambivalente avec le ponçage à la main. Je l'aime autant que je le déteste. Mais en général, la partie de moi qui déteste ça, le déteste plus que la partie de moi qui aime ça.
En fait, ça va plus vite que je ne le pensais. Si vous vous demandez pourquoi je dois poncer à la main, c'est parce que des rayures alignées sur la longueur de la lame rendent la gravure bien meilleure. Après un ponçage au grain 150, il me reste encore plusieurs grains à utiliser. Ça fait à peu près un tiers. Oh, j'ai trop coupé. Après repasser au deuxième grain, je commence à faire des rayures en diagonale. C'est une technique qui me permet de voir quand j'ai complètement éliminé les rayures du grain 150. Parce que une fois que je ne vois plus que des rayures en diagonale, je n'ai plus que des rayures du grain 400. Ce que je pulvérise sur la lame, c'est simplement du liquide vaisselle Down mélangé à de l'eau. C'est tellement basique que je ne connais même pas le mélange que j'utilise. Le ponçage à la main permet de ne pas surveiller la lame en permanence. Je peux regarder une vidéo en arrière-plan sur mon iPad et suivre les deux en même temps. Après avoir poncé les deux côtés avec du grain 400, je passe au grain 600. Comme c'est le troisième grain utilisé, je reviens aux rayures parallèles. Après avoir fini un côté au grain 6 cents, je le vaporise de film lubrifiant pour éviter la rouille en le retournant. Après avoir fini les deux côtés au grain 600, j'enroule la lame dans un chiffon bleu d'atelier et du ruban de masquage vert. Commence maintenant le long ajustement d'une garde à ma lame. Je commence par vérifier que les phases de transition de garde sont parfaitement plates, quel que soit leur nom. J'utilise un guide de lime et une lime. Une fois ces faces bien propres, j'emmène la soie à la meule et la ponce plus bas que mon ricasso. Ainsi, même si l'encoche de ma garde n'est pas parfaitement ajustée, elle semblera l'être. Incrustée symétriquement des deux côtés. Est-ce que je veux que ce soit centré ou est-ce que je veux que ce soit ici? En affinant ma soie, je l'avais ajustée à un quart de pouce d'épaisseur. De cette façon, je peux te utiliser un forêt de 6 mm et percer plusieurs trous côte à côte. Il est temps de percer. L'une des erreurs que je vois toujours, c'est que les gens utilisent la mauvaise vitesse de perçage. Assurez-vous de rechercher la bonne vitesse de perçage pour le matériau et la taille de votre forêt. Regardez-moi ça. J'utilise une lime ronde pour relier les trois trous. J'ai peur de m'empaler avec ça. Ouah. Je crois qu'on a réussi, les gars. C'est un peu étouffant, mon pote.
C'est bon comme ça? C'est plutôt bien. Il y a un tout petit espace, mais c'est sacrément bien. C'est un gros bloc de bois massif, peut-être alterné entre ces deux-là. D'accord, on va construire ça. Un avantage du travail du bois est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de fluide de marquage. Le bois suffit. Une fois que j'ai percé les 3 trous dans le bloc de bois, j'utilise simplement une pression latérale sur la mèche pour relier les trous. Ensuite, j'utilise une broche faite maison et une lime pour ajuster parfaitement le trou à la soie. Je vais chauffer et brûler la soie dans le bois pour l'adoucir. S'il vous plaît. Bien. Mes pièces de manche étant quasi ajustées, je ponce l'avant du bloc de bois pour éliminer tout espace d'air. Ensuite, voilà, j'ai percé un trou de 6 mm dans la soie pour tout ramolli et insérer du cuivre. La raison pour laquelle j'incruste le cuivre dans la soie, c'est que plus tard, je vais percer un trou à travers le manche terminé, et je ne veux pas qu'un acier dur se trouve sur le passage et complique énormément mon travail. L'étape suivante est de profiler la garde. J'avais dessiné une garde en S dans mon croquis, mais maintenant que je regarde le design de la lame, je ne pense pas vraiment qu'une garde en S lui conviendra très bien. Je vais juste faire une garde plate en forme de feuille. L'étape suivante est de façonner la poignée en bois. J'aime d'abord profiler le bloc en façonnant mes poignées. J'ai déjà vérifié que la rainure était bien d'équerre, donc toute ligne que je trace de chaque côté sera parfaitement perpendiculaire. J'ai décidé, en ponçant la poignée, que je ne voulais pas de ce petit renflement central. Je trouve que ça rend un peu mieux comme ça, et ce sera un peu plus élégant quand vous verrez la lame finale. Je vais maintenant apposer ma marque. J'ai utilisé des pochoirs que j'ai conçus et envoyés à IMG Impersonalizer Plus et quelques jeux magiques. En utilisant souvent cette machine à graver pour marquer mes produits, j'ai élaboré des formules plus efficaces. Celle que vous me voyez utiliser ici, c'est 2 sur 5 de puissance pendant 1 minute et 30 secondes. J'ai constaté que le résultat est plutôt bon, très profond et sans trop d'effacement. Après avoir gravé la marque des deux côtés, il est temps de monter la lame jusqu'à un grain de 1500 et de la préparer pour la gravure. Il me semble que chaque coutelier a sa propre méthode rustique pour plonger ses lames dans le chlorure ferrique.
Mettre du ruban adhésif au bout et enrouler un fil fonctionne le mieux pour moi. Je grave mon damas par cycle de 2 minutes dans le chlorure ferrique, puis je ponce les oxydes et répète 2 fois. En ponçant les oxydes avec du papier de verre grain 2500, le bord sombre devient très brillant. Ce n'est pas l'aspect final que je veux pour la lame, donc après cette gravure au chlorure ferrique, je fais une gravure au café. Ça a l'air suffisamment bien. Après des années de fabrication de couteaux, j'ai compris qu'il n'existe presque jamais une seule bonne méthode. Il n'existe pas de mélange de café ou ferrique parfait, il faut juste trouver ce qui nous convient, et j'ai remarqué que le choix du mélange importe peu pour moi. Après 3 heures dans le café, je retire la lame et j'essuie le résidu jaune brunâtre avec un chiffon de polissage. Je suis tellement intelligent. Quand la lame est presque finie, je ponce alors à la main tous mes accessoires. Dans ce cas, je n'ai vraiment qu'un seul accessoire, mais vous savez comment ça se passe. Il est maintenant temps de procéder au collage. J'aime mettre un chiffon d'atelier bleu très épais devant la pointe pour pouvoir vraiment serrer dessus sans abîmer la gravure sur cette extrémité. J'utilise l'époxy West System à 24 heures pour cette lame. Non, l'époxy coule, tant pis, c'est à ça que sert l'acétone. Ah oui, après avoir attendu 24 heures, il est temps pour moi de percer le trou pour une petite goupille en inox. L'époxy West System à 24 heures est vraiment assez solide pour que je n'ai même pas besoin d'une goupille, mais j'aime en avoir une comme sécurité, et puis ça a vraiment de la gueule. La dernière étape avant de dire que cette lame est finie est de poncer le manche à la main. Cette étape est vraiment importante. Si vous avez une finition de manche poncée à la main qui est médiocre et une lame parfaitement poncée à la main, il y aura quelque chose qui cloche, ce ne sera tout simplement pas aussi bien. Après avoir poncé le manche à la main, j'assombris la garde. La petite bouteille bleue là, c'est du Permablue de Birchwood Casey. Ça marche sur beaucoup de choses. Ça ne marche pas sur l'acier inoxydable, évidemment, parce que c'est de l'inox, mais j'ai dû le découvrir à mes dépens. La construction touche à sa fin. Si tu es encore là, tu pourrais cliquer sur s'abonner. J'adore les grands chiffres et ton abonnement ferait grimper un nombre encore petit. Maintenant que la lame est terminée, il est temps de l'aiguiser et voir de quoi cette chose est capable.